La situation sanitaire s'est gravement détériorée à la suite des affrontements violents entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et le groupe rebelle M23. Une évaluation récente menée par l'organisation Médecins sans frontières, MSF, entre le 19 et le 20 février 2025 a révélé que 34 des 47 structures de santé évaluées dans cette région ont été sérieusement touchées par les combats. Cela a exacerbé les défis de soins médicaux dans une zone déjà fragilisée par les précédents conflits, rendant de plus en plus difficile la gestion des besoins médicaux et sanitaires de la population locale. Les combats en cours ont particulièrement impacté Goma, la capitale provinciale, où les infrastructures de santé, déjà affaiblies par les violences passées, peinent à faire face à l'augmentation des besoins. Ces établissements, qui sont en première ligne pour offrir des soins médicaux aux blessés et malades, se retrouvent aujourd'hui confrontés à des contraintes logistiques, humaines et matérielles énormes. L'intensification des affrontements a entraîné un nombre croissant de blessés, augmentant la pression sur les capacités d'accueil des hôpitaux et des cliniques. Les équipes médicales se trouvent dans une situation extrêmement complexe, travaillant dans des conditions précaires et souvent sous la menace des combats. Le risque de blessures supplémentaires est élevé et il devient de plus en plus difficile d'assurer une prise en charge adéquate dans un environnement aussi instable. Les infrastructures de santé sont, pour la plupart, non seulement insuffisantes pour traiter un grand nombre de blessés, mais elles sont aussi directement affectées par les destructions physiques dues aux attaques et aux tirs croisés. Certaines structures ont été détruites ou abandonnées en raison de la proximité des zones de combat, laissant de nombreuses communautés sans accès à des soins vitaux. En plus de cette crise immédiate liée aux blessures de guerre, la situation sanitaire globale dans la région est gravement compromise par l'effondrement de nombreux services essentiels. Des maladies infectieuses comme le choléra, la malaria, la tuberculose et même le virus de la variole du singe, également connu sous le nom de Mpox, représentent des menaces supplémentaires pour la population. La perturbation des réseaux de distribution d'eau potable et des services d'assainissement, combinée à l'afflux de déplacés internes, augmente considérablement le risque de propagation de ces maladies. L'éloignement des populations rurales, la destruction des routes, ainsi que les déplacements massifs rendent également l'accès aux soins de santé encore plus difficile et inégal. Le secteur de la santé fait face à une double pression. D'une part, l'augmentation du nombre de blessés liés au combat, et d'autre part, la multiplication des besoins liés aux maladies infectieuses. Les travailleurs humanitaires, notamment les équipes de MSF, sont sur le terrain pour fournir des soins d'urgence, mais ils se heurtent à d'énormes obstacles logistiques, notamment la difficulté d'acheminer les médicaments, les équipements médicaux et l'eau potable dans les zones les plus affectées. De plus, la sécurité des équipes médicales est devenue une priorité en raison des risques élevés de violence. Malgré ces défis, les efforts humanitaires se poursuivent, avec un accent particulier mis sur les soins d'urgence. Cependant, la crise reste colossale et les organisations humanitaires sont confrontées à un manque de ressources et de soutien pour répondre aux besoins croissants. Le défi consiste non seulement à fournir des soins médicaux de base, mais aussi à rétablir un minimum d'infrastructures sanitaires qui puissent soutenir la population dans les mois à venir. Cette situation exige une action humanitaire soutenue à la fois à court et à long terme pour atténuer les souffrances et prévenir une catastrophe sanitaire encore plus grave. Dans ce contexte extrêmement difficile, la résilience de la population locale est mise à rude épreuve. De nombreux habitants ont vu leurs maisons et leurs biens détruits et ils se retrouvent souvent dans une situation de grande précarité. Les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables aux maladies et à la malnutrition en raison des conditions de vie difficiles dans les camps de déplacés. Le rôle des organisations humanitaires est crucial, mais elles ne peuvent à elles seules résoudre cette crise qui nécessite une mobilisation internationale pour garantir la protection des civils, la restauration des services de santé et l'accès humanitaire à toutes les zones touchées par le conflit. Cette situation dramatique met en lumière les graves conséquences de l'escalade des conflits armés sur les infrastructures de santé et le bien-être des populations civiles. Elle soulève également la question de la capacité de la communauté internationale à apporter une aide. De la RDC, en particulier au Nord Kivu, reste une tragédie humanitaire majeure, et il est crucial que des solutions durables soient trouvées pour stabiliser la région, restaurer la paix et garantir un accès humain à la santé et à l'assistance de base pour tous ceux qui en ont besoin.
Cette situation dramatique met en lumière les graves conséquences de l'escalade des conflits armés sur les infrastructures de santé et le bien-être des populations civiles. Au-delà des souffrances immédiates et visibles causées par les affrontements, il devient de plus en plus évident que les ravages causés par la guerre dans cette région ne se limitent pas uniquement aux pertes humaines et matérielles. En effet, ces conflits prolongés plongent les communautés locales dans une spirale de pauvreté, de vulnérabilité et d'impuissance, où la simple survie devient un combat quotidien pour des millions de personnes. Les hôpitaux, les cliniques et autres structures de santé, déjà fragilisées par des années de négligence, de manque de financement et de violence, sont aujourd'hui réduits à des ruines ou fonctionnent dans des conditions de plus en plus précaires. Les médecins et infirmiers, qui restent sur place malgré les dangers, sont contraints de travailler dans des conditions de stress insupportables, en sous-effectif et dans des environnements où leur sécurité, ainsi que celle des patients, est constamment menacée par les combats, les attaques ciblées ou la menace de groupes armés qui ne font aucune distinction entre civils et personnel soignant. Dans un tel contexte, il est difficile d'imaginer comment une quelconque reconstruction du secteur de la santé pourrait se réaliser sans un soutien international massif, mais aussi une volonté politique de restaurer la paix et la stabilité dans cette région dévastée. Les besoins humanitaires ne cessent d'augmenter à mesure que les infrastructures de santé sont davantage endommagées, et la capacité des organisations humanitaires à répondre à ces besoins s'amenuise avec le temps. Les travailleurs humanitaires, bien que courageusement engagés, font face à des défis logistiques colossaux, des attaques ciblées et des obstacles administratifs qui rendent chaque effort d'aide de plus en plus difficile à mettre en œuvre. La communauté internationale, quant à elle, doit intensifier ses efforts pour non seulement soutenir les initiatives de secours d'urgence, mais aussi renforcer les capacités locales pour faire face à cette crise à long terme, une crise qui ne semble pas près de se résoudre sans une véritable stratégie de paix durable. De plus, au-delà de l'urgence immédiate, cette crise met en évidence l'impérieuse nécessité d'une réforme profonde et globale du système de santé de la République démocratique du Congo, un système qui a été fragilisé par des décennies de conflits, de mauvaise gestion, de corruption et d'inégalités criantes. La gestion des crises sanitaires, en particulier dans des zones de guerre, doit être repensée pour garantir que les populations les plus vulnérables aient un accès égal aux soins médicaux, indépendamment de leur situation géographique ou de leur statut social. Cela passe par une meilleure préparation des structures de santé à faire face à des urgences de grande envergure, mais aussi par une éducation sanitaire de la population pour prévenir la propagation de maladies infectieuses qui se multiplient dans ces conditions de précarité extrême. Une réponse à cette crise ne peut se limiter à un secours humanitaire ponctuel, mais doit être intégrée dans une vision plus large du développement durable, de la justice sociale et du respect des droits humains fondamentaux, y compris le droit à la santé. Dans ce contexte extrêmement difficile, la résilience de la population locale est mise à rude épreuve. De nombreux habitants ont vu leurs maisons et leurs biens détruits et ils se retrouvent souvent dans une situation de grande précarité. Des milliers de familles ont été contraintes de fuir leur foyer, abandonnant tout derrière elles pour trouver un refuge temporaire, souvent insalubre et sans accès aux services de base. Les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables aux maladies, à la malnutrition et aux violences, qui ont été exacerbées par les conflits. L'état de santé général de la population se détériore à un rythme alarmant, et chaque jour, sans une intervention de secours, aggrave davantage les souffrances et les besoins des plus démunis. Le manque d'eau potable et de nourriture, combiné à la perte d'accès aux soins médicaux de base, crée un cercle vicieux de maladies et de décès qui aurait pu être évité dans d'autres circonstances. Face à cette crise humanitaire d'une ampleur sans précédent, il est crucial que la communauté internationale se mobilise de manière plus cohérente et plus coordonnée pour apporter un soutien humanitaire immédiat et renforcer les infrastructures locales. Les efforts doivent être renforcés. À plus long terme, il est impératif de s'attaquer aux racines profondes de ce conflit qui plonge le pays dans un cycle de violence et de désespoir. Les solutions à cette crise passent par un engagement politique fort de la part des autorités congolaises et de la communauté internationale pour engager un dialogue de paix sincère et durable. Il faudra également garantir que les responsables de crimes de guerre et d'atrocités envers les civils soient tenus responsables, ce qui permettra non seulement de restaurer la confiance des populations, mais aussi de renforcer l'état de droit dans le pays. La paix, la sécurité et l'accès à des soins de santé de qualité sont les pierres angulaires sur lesquelles repose le développement durable et le bien-être des générations futures. Tant que ces éléments fondamentaux seront négligés,
le peuple du Nord Kivu et des régions voisines continuera de vivre dans l'incertitude, la peur et la souffrance, tandis que la communauté internationale devra se rappeler que son engagement en faveur de la paix et de la santé en RDC ne peut plus être retardé. La situation sanitaire au Nord Kivu est devenue critique, plongeant des milliers de personnes dans une détresse humanitaire grandissante. La destruction de nombreuses infrastructures de santé, combinée au déplacement massif de populations causé par l'intensification des combats entre les FARDC et le M23, a entraîné un accès extrêmement limité aux soins médicaux. Dans une région déjà affaiblie par des années de conflits successifs, cette nouvelle dégradation des conditions sanitaires met en péril la vie de milliers d'habitants, en particulier les plus vulnérables, tels que les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. L'évaluation alarmante réalisée par Médecins sans frontières entre le 19 et le 20 février 2025 ne fait que confirmer l'ampleur du désastre. Sur les 47 structures de santé examinées, 34 ont été sévèrement touchées par les affrontements, réduisant considérablement les capacités de prise en charge médicale. La destruction des hôpitaux et des centres de santé signifie non seulement une perte en équipements médicaux essentiels, mais aussi un épuisement des ressources en médicaments et en personnel soignant, ces derniers étant souvent contraints de fuir pour leur propre sécurité. En conséquence, les blessés de guerre, les malades chroniques et les patients nécessitant des soins urgents se retrouvent démunis face à un système de santé à l'agonie. Outre l'effondrement des infrastructures médicales, les conditions de vie des populations déplacées aggravent encore la situation. Entassées dans des camps de fortune ou errant sans abri, ces personnes sont exposées à une recrudescence de maladies infectieuses dues au manque d'eau potable, à l'absence d'assainissement adéquat et aux conditions de promiscuité extrême. Les risques d'épidémies, notamment de choléra, de rougeole et de paludisme, s'accroissent dangereusement, alors même que les services de vaccination et de soins préventifs sont quasi inexistants dans ces zones sinistrées. Face à cette catastrophe humanitaire en cours, les acteurs de l'aide médicale, bien que déterminés à intervenir, se heurtent à de multiples défis, l'insécurité persistante qui limite les déplacements, le manque de financement pour répondre aux besoins croissants, et l'absence de solutions durables pour garantir un accès aux soins aux populations affectées. Si des mesures urgentes ne sont pas prises pour stabiliser la situation et rétablir un accès minimal aux soins, la crise sanitaire risque de s'aggraver encore davantage, avec des conséquences dramatiques sur la survie des habitants du Nord Kivu. Il est impératif que les autorités congolaises, les organisations humanitaires et la communauté internationale intensifient leurs efforts pour mettre un terme à cette spirale infernale. Une réponse d'urgence, alliant assistance médicale, reconstruction des infrastructures sanitaires et renforcement de la sécurité dans les zones de conflit, est absolument nécessaire pour éviter une catastrophe encore plus grave. Sans une action rapide et concertée, le Nord Kivu continuera de sombrer dans une crise sanitaire et humanitaire aux proportions dévastatrices, où chaque jour perdu entraîne inévitablement de nouvelles pertes humaines. Et les dévastations refusaient de se soumettre à la haine et à la violence. Un peuple qui croyait en la réconciliation, même quand tout semblait les pousser à la division. La résonance du rêve d'une paix fragile. Alors que l'armée continue de patrouiller et que les miliciens Wazalendo se replient dans les forêts environnantes, une question persistait dans les cœurs de chacun. Et demain, que ferons-nous? La réponse n'était pas évidente, mais la ville d'Uvira, bien que brisée, semblait porter en elle cette promesse de renouveau, de guérison. Le rêve d'une paix durable, d'une réconciliation entre les communautés divisées, se dessinait lentement, comme une étoile lointaine dans un ciel sombre. L'ONU et plusieurs organisations humanitaires étaient en pourparlers pour apporter une aide plus substantielle, mais ce n'était pas seulement l'aide internationale qui comptait. Ce qui importait vraiment, c'était la volonté du peuple de se relever, de reconstruire, de se pardonner et de renouer les liens qui avaient été brisés. C'était là la plus grande force de ce peuple, sa résilience, son désir profond de surmonter l'obscurité, le témoignage des femmes et des enfants. Mais la souffrance ne se mesurait pas seulement en termes de pertes humaines. Les femmes, particulièrement, portaient en elles les cicatrices invisibles des conflits. Des mères qui avaient vu leurs enfants pris dans la tourmente, des filles qui avaient été contraintes de fuir ou de vivre dans la peur, chaque histoire était une litanie de douleurs incommensurables. Mais dans le regard de ces femmes, il y avait aussi une détermination sans égale, celle de reconstruire non seulement leur maison, mais aussi la dignité et l'humanité qui avaient été arrachées par la guerre.
Et les enfants? Ces enfants qui avaient grandi trop vite dans un monde de violence et de perte, mais qui, malgré tout, gardaient en eux la flamme de l'espoir. Dans leurs jeux improvisés, dans leurs rires timides, on pouvait voir un monde qui, petit à petit, renaissait. Le rôle de l'amour et de la solidarité. C'est cette solidarité, ce lien invisible mais puissant entre les hommes et les femmes d'Uvira, qui pourrait peut-être faire la différence. Les blessures infligées par la guerre ne se guérissent pas simplement avec des médicaments, mais avec la main tendue de l'autre, avec des paroles réconfortantes, avec des actions de soutien mutuel. Au cœur de cette tragédie, c'est l'humanité qui doit prévaloir. Car c'est dans l'amour, dans la solidarité et dans la volonté de croire à un avenir commun que réside l'espoir de la paix. Un avenir à bâtir, ensemble, aujourd'hui. Uvira est marqué par la douleur, mais également par un espoir fragile mais vivace. Les habitants, fortifiés par l'adversité, continuent de croire qu'une nouvelle page peut être tournée, même après les pires catastrophes. Car chaque étoile qui s'éteint dans la nuit laisse toujours place à une nouvelle au matin. Et peut-être, dans les ruines de cette guerre, les habitants d'Uvira, armés de leur courage et de leur foi, trouveront-ils cette lueur d'espoir qui les guidera vers un demain meilleur. Uvira, aujourd'hui brisée, renaîtra peut-être un jour, non pas grâce à des armes, mais grâce à l'amour, à l'unité et à la résilience de ses habitants. Parce qu'au fond, c'est la force de l'âme humaine qui, plus que tout, triomphe sur la haine et la violence. Dans les décombres d'Uvira, là où la douleur et la souffrance se mêlent au souvenir d'un passé tumultueux, l'espoir demeure une flamme fragile mais tenace. À travers chaque perte, chaque cri et chaque larme, se dessine la promesse d'un avenir où la réconciliation pourrait un jour balayer les ombres de la guerre. Les habitants de cette ville, bien que meurtris, ont prouvé qu'ils ne sont jamais réellement brisés. Leur résilience est une force silencieuse qui résonne à travers chaque geste de solidarité, chaque main tendue vers l'autre. Car, même dans les moments les plus sombres, l'humanité brille toujours. L'amour d'un parent, le courage d'un enfant, la détermination d'un frère ou d'une sœur, tout cela forme le ciment qui reconstruira la ville, une pierre à la fois. Oui, Uvira peut renaître, non pas grâce à la violence des armes, mais grâce à la force inébranlable de ceux qui refusent de se laisser engloutir par la haine. C'est dans cette lumière, aussi faible soit-elle, que réside la véritable promesse de la paix et que le peuple congolais, à travers les épreuves, trouvera enfin la voie vers la réconciliation. Uvira, demain, sera le témoignage vivant que même dans les pires tragédies, l'espoir peut fleurir. La situation demeure critique et l'établissement peine à reprendre une activité normale. Cette école, autrefois l'une des plus prestigieuses de la ville, se trouve aujourd'hui dans un état de désolation, victime d'une violence aveugle qui a laissé des traces non seulement sur ses murs, mais aussi sur l'avenir de nombreux élèves et de leur communauté. Le 25 janvier 2025, un groupe de jeunes émeutiers, excédés par la situation sociopolitique et les tensions locales, a fait irruption dans l'école, provoquant des destructions massives. Les bureaux des enseignants, les salles de classe et même la bibliothèque ont été pillés et complètement endommagés. Des équipements pédagogiques ont été volés, des documents administratifs ont été réduits en cendres et des infrastructures essentielles, telles que les toilettes et les salles de sport, ont été dévastées. Au-delà des dégâts matériels, c'est un véritable choc psychologique que les élèves, les enseignants, ainsi que les parents ont dû affronter. Les conséquences immédiates du saccage. Le saccage a laissé une grande partie de l'établissement inutilisable, mettant en difficulté son fonctionnement au quotidien. La rentrée scolaire, qui aurait dû marquer le début d'un nouveau semestre, a été retardée de manière significative. Le directeur de l'établissement, M. Nshimiyimana, a exprimé son désespoir face à la situation. Nous nous retrouvons dans une situation où même les conditions minimales pour accueillir nos élèves ne sont pas réunies. Les salles de classe sont inaccessibles et l'essentiel des matériels éducatifs a disparu. C'est une épreuve extrêmement difficile pour tout le monde. Des parents inquiets, qui avaient misé sur l'éducation de leurs enfants, sont désormais confrontés à une incertitude qui pèse lourdement sur l'avenir académique de leurs enfants. Malgré les appels à l'aide et les promesses de réhabilitation, l'école se trouve dans une situation d'urgence. Plusieurs organisations locales et internationales ont offert une aide d'urgence, mais elle reste insuffisante pour couvrir les besoins immédiats de l'établissement.
La reconstruction de l'infrastructure endommagée nécessite non seulement des fonds importants, mais aussi des matériaux spécifiques pour garantir que les élèves puissent retrouver un environnement sûr et propice à l'apprentissage. Les efforts pour restaurer la situation et les défis à surmonter, les autorités locales, en partenariat avec des ONG et des donateurs, tentent de restaurer petit à petit les structures endommagées. Cependant, les ressources disponibles sont limitées et ne permettent pas de résoudre tous les problèmes en une seule fois. Par exemple, les cours n'ont toujours pas pu reprendre dans toutes les sections de l'école, faute de classes disponibles. De plus, de nombreux enseignants, traumatisés par l'incident, ne sont toujours pas revenus dans leurs fonctions et les élèves, bien qu'ayant repris certains cours, doivent faire face à des conditions précaires qui affectent leur concentration et leur bien-être psychologique. Les autorités éducatives de Goma, conscientes de l'importance de cette école dans le paysage scolaire de la ville, ont promis des mesures à court terme pour permettre aux élèves de poursuivre leur éducation. Nous sommes en train de négocier avec plusieurs partenaires pour construire des salles de classe temporaires, mais cela prendra du temps, a déclaré Madame Kaniki, une responsable de l'éducation à Goma. Nous devons aussi mettre en place un suivi psychologique pour les élèves et le personnel éducatif, car les traumatismes sont réels et doivent être pris en charge. Les parents d'élèves, bien que reconnaissant les efforts des autorités et des organisations humanitaires, sont inquiets de l'impact à long terme de cet événement sur l'éducation de leurs enfants. Nos enfants sont l'avenir de ce pays. Si nous ne faisons rien pour les aider à surmonter cette épreuve, leur avenir sera compromis. Nous demandons que des mesures immédiates soient prises pour réparer l'école et protéger l'éducation de nos enfants, a déclaré une mère d'élèves visiblement bouleversée. L'impact sur les élèves et la communauté locale. L'impact de cette crise ne se limite pas seulement à l'aspect matériel. L'aspect psychologique est tout aussi préoccupant. De nombreux élèves, confrontés à l'angoisse de ne plus pouvoir terminer leur année scolaire, éprouvent des difficultés à se concentrer et à retrouver leur confiance en l'avenir. Pour certains, ce saccage symbolise bien plus qu'un simple acte de violence. C'est un traumatisme qui les marquera pendant longtemps. Le climat social autour de l'école a également été profondément affecté. La violence de l'incident a laissé une empreinte sur toute la communauté, qui se trouve partagée entre